Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et ravi de retrouver Pierre Moscovici. 2 ans et une impopularité record, vous l'expliquez comment? Par le fait que ce quinquennat est un quinquennat qui se déroule sous le sceau d'une crise qui se termine, Mmh. mais qui marque encore l'économie française, par le fait que le chômage est élevé, par le fait que la réduction des déficits, qui est indispensable, demande des efforts. C'est un quinquennat qui est voué d'abord au redressement. Mmh. Et le redressement du pays est lié à une situation que nous avions trouvée, que nous n'avons peut-être pas assez expliquée d'ailleurs, qui était... Ah! ben oui, c'est vrai, il faut le dire les choses. Mais parce qu'il y a quand même une grande partie de l'opinion qui considère, à 21 ou 22 pour François Hollande que ça a été 2 ans pour rien. Non, c'est totalement faux. Je sais qu'il faut en convaincre, et il faut en convaincre encore, il faut expliquer. Mais la France que nous avons trouvée en mai 2012, ça fait 2 ans, Mmh. était une France affaiblie par 10 années de droite, avec des déficits qui étaient les plus élevés en Europe parmi les grands pays de l'Union européenne, ce qu'on appelle les déficits structurels, ceux qui sont indépendants de la croissance, Mais d'accord, mais tout ça aurait pu être conjuré le lendemain de la victoire. vous plaisantez, Guillaume Durand, c'était Non, je c'était plaisante pas. ce sont les travaux d'Hercule que François Hollande et le gouvernement d'alors avaient à entreprendre et qu'au poursuit le gouvernement d'aujourd'hui. Parce que, encore une fois, des déficits aussi élevés, une dette qui croît autant, un appareil productif qui avait Oui, mais ça, été c'est ce que vous avez sacrifié, raconté pendant la un campagne. commerce extérieur qui s'était dégradé. Oui, mais ça demandait... Et Je ça ne conteste demande, pas les arguments, je dis que ces arguments, je les ai entendus pendant la campagne. Mais les efforts... Donc, les 2 ans et demi après la les campagne. efforts, ils ont été faits. Quand je regarde ces 2 dernières années, ce que je vois, c'est que les déficits Ouais. ont effectivement reculé, dans un contexte qui est pourtant un contexte de croissance européenne très faible et de croissance française faible, bien que un peu plus élevée que la croissance de la zone euro jusqu'à présent, que nous avons aussi lutté pied à pied contre le chômage, que nous avons mis en place des Donc on en politiques revient pour la toujours à la même compétitivité. explication. Tout ça, c'est Nicolas. C'est-à-dire, si François Non. Hollande se porte mal dans les sondages, c'est parce Non, que Nicolas il- Sarkozy et sa majorité, il y a- ou même des gouvernements Il y, a, d'avant. il y a sans aucun doute eu un défaut d'explication et peut-être que les Français n'ont pas suffisamment senti, et il faut peut-être que nous en prenions aussi à nous-mêmes, que la politique que nous menions était une politique qui exigeait des efforts. Mais ça n'a pas été Euh, le cas. Enfin, ça ne s'est pas enclenché trop tard. Non, Soyez francs. Non, mais je ne le pense pas. Vous savez, on parle toujours de deuxième phase. Il y a une deuxième phase dans ce quinquennat. Il y a un nouveau gouvernement, il y en avait un ancien. La politique forcément suivie n'est pas exactement la même. Le style n'est pas le même, la gouvernance n'est pas la même. Et il faut du changement. Et quand le changement se produit, il faut l'accepter, il faut Alors, l'accompagner, qu'est-ce il qui faut clochait l'approuver. Mais Qu'est-ce qui clochait avant le cap avait été donné. Et depuis le début, moi, ce que je sais pour avoir... été aux côtés de François Hollande, j'ai été à ses côtés dans la campagne, j'étais son directeur de la campagne présidentielle, j'ai été ministre de l'économie et des finances pendant 2 ans. Je suis au courant. C'est qu'il a toujours cette idée qu'il faut absolument travailler pour le redressement économique de la France, plus de compétitivité, plus d'attractivité. Et c'est le sens aussi du pacte de responsabilité, de solidarité qui est aujourd'hui mis en Mais œuvre. est-ce que vous n'avez pas le sentiment- C'est de permettre que la France simplement soit plus forte. Et quand le président parle de retournement, eh bien pour moi, j'entends les polémiques. Il a raison, parce qu'en effet, la France aujourd'hui est sortie de la récession, elle reprend le chemin de la croissance, le chemin de la création d'emplois, il faut accentuer ça, et c'est le sens des politiques de responsabilité qui sont menées. Le 14 juillet 2013, il dit la reprise est là. Le 8 août 2013, et il était en Vendée, il y a quelque chose qui se passe dans le domaine de l'économie. Vous voulez que je vous lise les journaux ce matin? Personne n'y croit. C'est-à-dire les Échos n'y croient pas, le principal journal économique français. Le Figaro n'y croit pas, c'est normal, c'est un organe d'opposition. Mais même les journaux, disons, de gauche ou plus indépendants n'y croient pas vraiment. Moi, je vais me baser sur des choses qui sont extrêmement simples, qui sont objectives, qui sont les prévisions économiques telles que à la fois la France les donne, telles que le Fonds monétaire international les donne, et telles que la Commission européenne les donne, et va les donner, je crois, dans les jours qui viennent, parce que le temps des prévisions économiques arrive en ce début mai. Je crois que c'est après-demain que cela sort. Eh bien, que disent-ils tous? Ils disent nous aurons 1% de croissance en 2014, nous aurons 1,7 en 2015, nous aurons plus par la suite. Oui, assurément, aujourd'hui, les fondamentaux de l'économie française se sont améliorés. François Fillon, qui n'est quand même pas le dernier des derniers, puisqu'il a été lui aussi Premier ministre. Ne me parlez pas de François Fillon. François Fillon est un Non, homme mais qui... attendez, je termine. Il dit tout ça, toutes les prévisions sont fausses. Enfin, il ne conteste pas, par exemple, le retournement, mais il dit tout je dénie toute forme de crédibilité à la parole de François Fillon. François Fillon est un homme qui aime à se poser comme un bon gestionnaire. Il a été le Premier ministre d'un État qu'il déclarait lui-même en faillite. Il est le responsable, avec Nicolas Sarkozy, de la dégradation de nos finances publiques, de l'aggravation considérable de notre endettement. C'est un homme qui, toujours benoîtement, la main sur le cœur, paraît un homme ouvert. En fait, c'est un sectaire. C'est un sectaire, et j'ajoute un sectaire qui n'est pas compétent sur le plan économique, car est-ce que lui
va dénier ce que dit la Commission européenne? Est-ce qu'il va dénier ce que dit le Fonds monétaire international? Arrêtons de faire peur aux Français. La situation est suffisamment difficile. Non, mais on peut écouter vous lui répondez, on peut écouter ce qu'il raconte. Je l'écoute, mais je le trouve, alors pour le coup, parmi les dirigeants de l'opposition, avec Jean-François Copé, je les mets dos à dos. Je les trouve tous les deux absolument inintéressants. Il y en a d'autres qui disent des choses plus intéressantes. Bayrou dit c'est de la pensée magique. Non, croire à ce retournement de la confiance. C'est pas la pensée magique, c'est la vérité telle qu'elle se produit. Après, ce qu'il faut faire, c'est accentuer ce retournement, c'est faire en sorte que la croissance aille plus vite, plus fort dans les années qui viennent. L'objectif que se sont fixés les pays dits du G20, c'était la dernière réunion ministérielle à laquelle j'ai participé à Sydney, c'était d'accroître le potentiel de croissance de nos économies de 0,4 à 0,5 points de PIB. C'est technique, mais ça veut dire si on passe de 1,7 à 2,2 en 2016 et 2017, alors à ce moment-là, on a une amélioration certaine du bien-être de tous les Français. Et donc, encore une fois, il faut se battre sur le terrain économique. Moi, je suis tout à fait dans cette affaire-là, dans l'optique d'un combattant aux côtés du président de la République. Comment vous expliquez dans ce contexte que les EPA se multiplient, que les créateurs d'entreprises partent à Londres? Vous-même, quand vous étiez en responsabilité, vous parliez, disons, d'un ras-le-bol fiscal des Français. Donc il y a quand même un problème dans ce pays. Quand j'ai parlé du ras-le-bol fiscal des Français, honnêtement, je sais ce qu'on m'a dit à l'époque. Et je vois qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de convenir que les prélèvements obligatoires doivent effectivement s'arrêter d'augmenter puis diminuer dans ce pays. Cette parole qu'on m'a reprochée, elle était simplement juste. Elle était peut-être en anticipation. Mais bon, passons. Qui vous l'a reproché, c'est à gauche qu'on vous l'a reproché. Peut-être, mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est que tout le monde voit, et les Français, aujourd'hui, ne veulent pas payer davantage d'impôts, et ils ont raison. Ce qu'ils souhaitent, c'est que les efforts se produisent, et là, il faut les faire. Du côté de la dépense publique, il faut une vraie politique d'économie. Et les 50 milliards d'économies qui sont faites aujourd'hui, qui avaient été préparées auparavant, elles s'imposent dans la justice, dans le partage, avec intelligence, mais elles s'imposent. Est-ce que vous considérez, vous qui avez été par exemple à l'université d'été du MEDEF, est-ce que vous considérez que les patrons, parce qu'ils sont quand même nécessaires dans ce redressement économique que vous souhaitez, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont proches de vous, qu'ils sont neutres, ou que fondamentalement, depuis l'expérience ou cette nouvelle expérience de la gauche au pouvoir, ils sont dans l'opposition et ils ne vous accompagneront pas? La question la question n'est pas de savoir s'ils sont proches ou neutres, la question c'est que fait... s'ils ne sont pas là, vous ne pouvez rien faire. Que fait le pays pour investir davantage? Parce que la clé pour que ces 1% se réalisent et qu'on aille au-delà, la clé pour qu'on ait 1,7% en 2015, la clé pour que la croissance reprenne, c'est l'investissement. Et l'investissement passe inévitablement par une relation qui soit saine avec les chefs d'entreprise. Et quand le président de la République décide, lors de ses vœux, puis dans sa conférence de presse du 14 janvier, quand le gouvernement de Manuel Valls, aujourd'hui, met en œuvre le pacte de responsabilité, de quoi s'agit-il? Il s'agit de permettre aux chefs d'entreprise d'investir davantage pour plus de croissance et pour plus d'embauches. Mais vous les sentez? Moi, je pense que les chefs d'entreprise, les vrais chefs d'entreprise, et pour le coup, je ne me pose pas la question de savoir si on est en sympathie idéologique ou pas, c'est pas la question. Mais enfin, ça joue un rôle. Quand ils ont appris 75%, ils n'ont pas voté à gauche. Là, ils sont obligés de constater que, s'agissant des cotisations sociales, un geste très fort est fait, que l'imposition des entreprises s'améliore, et donc tout ça doit conduire... Ils ne sont pas vraiment engagés sur le fameux million que voulait Gattaz, qu'il a annoncé dans un plan, puis finalement, il marche arrière toute. C'est pas clair non plus. Il y a eu un accord qui a été passé avec les syndicats, c'était il y a quelques mois, qui doit permettre effectivement plus d'investissement, plus d'embauches. Vous savez, les patrons, quand je parle de pacte de responsabilité, ils ont leurs responsabilités. Ils nous ont dit, pour l'entreprise, il faut qu'on ait moins de charges. Bien. Pour l'entreprise, il faut que l'imposition soit plus efficace. Bien. Ben maintenant, à eux de remplir leur part de ce contrat. Et la part de ce contrat, c'est pour le pays. C'est pas pour la gauche. C'est pas une question est-ce qu'on est amis ou pas. C'est est-ce qu'on investit plus dans ce pays? Est-ce qu'il y a plus de croissance? Et vous savez, au fond, c'est l'intérêt de l'entreprise. C'est l'intérêt des chefs d'entreprise. Alors qu'ils pensent aussi à leurs propres intérêts. Quand est-ce que vous avez appris que vous ne seriez plus ministre? Je l'ai appris, le 1er avril. Je l'ai appris, je ne sais plus quel était le jour, ça doit faire un mois, peut-être le 2 avril, c'était un quart d'heure peut-être avant la formation du nouveau gouvernement, mais j'avais parlé avec le président de la République auparavant. Est-ce que vous considérez que Cahuzac et Montebourg ont savonné votre passage à Bercy? Moi, je ne suis pas du tout dans le passé, je suis tourné vers le futur. Mais je réserverai ça pour mes mémoires. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand je regarde ces 22 mois passés à Bercy, j'ai le conscience d'avoir agi pour mon pays. Je regarde ça avec
bien sûr, les limites. Il faut être capable de faire son propre inventaire, mais aussi avec beaucoup de fierté. Parce que pendant cette période-là, la France a effectivement réduit les déficits. N'a quand même pas écorné l'image de Bercy. Mais sans aucun doute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en même temps, c'est la faute d'un homme. Et il faut continuer. Et vous savez, on est soi-même partie d'une histoire collective. Moi, je me sens une partie d'une histoire collective. J'ai mon rôle dans la victoire de François Hollande. J'ai mon rôle dans ces 2 premières années. J'aurai un autre rôle dans les années qui viennent. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout dans la nostalgie, dans la revanche, dans les petites phrases. Je veux être un acteur. À ma place, je redeviens député aujourd'hui. Par exemple, je redeviens député aujourd'hui. Ouais. Je veux être un acteur qui fait entendre une voix. Vous m'invitez, d'autres m'inviteront, qui est une voix positive, qui est une voix libre aussi, et qui est une voix européenne. Est-ce que vous voulez être commissaire européen? Est-ce que vous avez l'appui de François Hollande? Je souhaite pouvoir me préparer à être le commissaire européen français, parce que je pense que Il paraît qu'il a dit, je voyais le 2 avril, tu ne seras plus ministre, tu seras commissaire européen. 2 avril. Je sais ce que nous nous sommes dit, et c'est à lui de dire ce qu'il a dit. Mais il l'a dit ou il l'a pas dit? Parce qu'Elisabeth Guigou dit qu'il ne l'a jamais dit finalement. Bon, écoutez, moi je ne veux pas du tout entrer là-dedans. Elisabeth Guigou est une femme qui a de grande qualité. Qui elle aussi est candidate, il faut s'expliquer. Peut-être, mais en attendant, moi je reprends aujourd'hui ma place au Parlement. J'ai rendez-vous ce soir avec le Premier ministre, demain avec le Président de la République. Je devrais me voir confier une mission sur l'Europe pour 6 mois, pour me préparer effectivement à des responsabilités européennes. Pourquoi ça? Pas à titre personnel, mais simplement parce que le parcours que j'ai pu faire dans ma vie, de ministre des Affaires européennes, de parlementaire européen, de vice-président du Parlement européen, le combat que j'ai mené pendant 2 ans pour sortir la zone euro de sa crise, pour faire en sorte que la France ait 2 ans de plus de délai pour revenir en deçà de 3% du PIB en termes de déficit, la connaissance que j'ai de ces rouages, des hommes et des femmes qui font l'Europe, eh bien, font que je me sens effectivement prêt, si le président de la République le décide, à exercer ses responsabilités. Et mon sentiment est qu'il peut considérer ses qualités comme étant utiles au pays. Nous verrons bien. Est-ce que vous avez l'impression que justement ce combat européen, cet idéal européen que vous défendez, est en train d'être mis à mal par les eurosceptiques et par Marine Le Pen en France? Et on a l'impression que vous êtes totalement, pas vous, hein, mais que les autres sont totalement impuissants par rapport à cette montée. Il faut combattre à tout prix et de toutes nos forces l'euroscepticisme. Il ne mène à rien. Pourquoi il ne parle pas, le président de la République? Parlons d'abord des élections européennes. Elles sont tout à fait fondamentales parce que c'est la première fois que par leur vote, les Français, les Européens, vont choisir le président de la Commission européenne, de l'exécutif européen, et donc aussi choisir le cours de la politique européenne. Et de ce point de vue-là, il y a Martin Schulz ou Juncker, en gros. En gros. Et de ce point de vue-là, il y a 3 choix, au fond. Il y a le choix de ceux qui pensent, comme Marine Le Pen, les populistes, les eurosceptiques, qu'il faut sortir de la zone euro, qu'il faut sortir de l'euro. Moi, je dis que ceux-là se trompent. Et les Français, d'ailleurs, ne le souhaitent pas dans une immense majorité. Ils sont bien conscients que sortir de l'euro, c'est se replier sur soi-même, c'est la dévaluation, c'est l'affaiblissement, et c'est aussi la hausse des prix. Donc ça, c'est vraiment le choix qu'il faut éviter. Certains peuvent avoir envie de se défouler, mais le vote Marine Le Pen est un vote qui est nuisible pour l'Europe. Vous croyez que vous pouvez retourner la tendance? Parce que le problème est un problème politique. Vous croyez que d'ici le 25 mai, vous aurez le temps de retourner une tendance qui est quand même extrêmement compromise pour le PS? Rien n'est fait dans une élection comme ceci. Il reste là 3 semaines et quelques. Il faut se battre encore une fois, parce que le deuxième choix, c'est celui des libéraux. Quand on parle de Juncker, derrière Juncker, il y a effectivement Fillon, Copé, les autres. J'aime beaucoup Jean-Claude Juncker, c'est un ami personnel. Mais ce que je constate, c'est qu'on parle beaucoup des 50 milliards d'euros d'économie que nous faisons, que la gauche fait, mais la droite en propose 130. Et là, pour le coup, c'est la mort du service public. Et puis à côté de ça, il y a la voie social-démocrate que nous incarnons en France, qu'incarne Martin Schulz en Europe, qui est de faire en sorte que l'Europe ne cesse pas d'être européenne, qu'on reste dans l'euro, qu'on reste dans l'Europe, mais qu'on accentue l'effort pour la croissance, pour l'emploi, précisément pour l'investissement. Si le PS termine à 16 ou 17 la campagne européenne, je ne vous le souhaite pas, hein, mais c'est ce qui s'écrit aussi, encore une fois, parfois dans les journaux. Ce sera quand même une débâcle terrible et très compliquée pour le coup. Je suis encore une fois pas dans les hypothèses. Les élections, on les commente après. Avant, on les prépare. Donc maintenant, le temps de la campagne commence, et ce temps de la campagne doit être extrêmement ardent, parce que les Français, avant tout, il faut combattre le doute, le scepticisme et le désintérêt par rapport à l'Europe. L'Europe, c'est fondamental, c'est là où se joue notre vie. Daniel Schneiderman, dans Libération de ce matin, s'intéresse, son article s'appelle « Valls au miroir d'Underwood ». Alors, Manuel Valls, que vous connaissez, puisque justement vous avez travaillé avec lui à la campagne de François Hollande, est-ce qu'il est le fils d'un républicain espagnol sincère, ou est-ce qu'il est une sorte de héros de House of Cards, c'est-à-dire le valsisme serait un cynisme, comme l'écrit Daniel Schneiderman ce matin? Moi, je ne tombe pas du tout dans ce genre de portrait psychologique. Et est-ce qu'il sera le candidat de la gauche en 2017?
Il y a un Ça fait président de la beaucoup de questions, il nous reste République, 30 secondes, il s'appelle François Hollande, et la logique voudrait que le moment venu, et c'est à lui d'en juger, il puisse poursuivre sa tâche. Moi, ce que je souhaite, c'est que la gauche, pendant 10 ans, soit aux responsabilités dans ce pays. Pour le reste, Manuel Valls est à sa place, tout simplement, aujourd'hui. Il est à sa place. Et je crois qu'il ne faut pas du tout tomber dans les caricatures. Oui, il est le fils d'un républicain espagnol. Oui, il a ce Mais est-ce que c'est un tempérament. cynique? Non, non, Dont le modèle serait finalement un modèle pas franchement à gauche. Écoutez, c'est un homme qui a une ambition, et c'est pas quelque chose de déshonorant, mais non, c'était pas un cynique. Et c'est quelqu'un qui sait, à la place qui est la sienne aujourd'hui, que la tâche est extrêmement difficile, qu'il faut redresser le pays. Et encore une fois, moi je pense qu'il ne faut pas se prononcer en des termes trop personnels, mais je soutiens ce gouvernement, je soutiens ce Premier ministre, je soutiens ce Président de la République. C'est ce que je ferai à la place qui est la mienne, encore une fois avec ma liberté, sans tomber dans les petites phrases. Je n'en ai aucune intention, j'ai passé l'âge. Ce moment est fini pour moi, mais avec aussi beaucoup de résolution pour faire entendre une voix. Merci Pierre Moscovici.